Bienvenue à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous. C'est le quart d'heure prévention sécurité par Team Bakery, un nouveau rendez-vous, celui de ceux et celles qui s'occupent des autres et qui font attention aux autres et surtout qui cherchent à créer une démarche, une culture de prévention au sein de leur organisation. L'objectif de ces 15 à 20 prochaines minutes, c'est de vous faire découvrir un condensé d'innovation, de bonnes pratiques et d'expertise autour d'un thème bien précis et de vous donner, pourquoi pas, quelques idées pour mettre des choses en place directement dans votre entreprise. Aujourd'hui, donc juste pour me présenter, je m'appelle Baptiste Bénézé, je suis le cofondateur de Team Bakery. Aujourd'hui, on va parler santé et plus particulièrement du risque autour des sujets cardiaques, du risque d'arrêt cardiaque. Il faut savoir une donnée qui est assez importante, c'est que chaque année, il y a entre 40 000 et 50 000 accidents cardiaques en France, ce qui en fait une des causes de mortalité les plus importantes. Et on remarque qu'il y a plus de 5% de ces arrêts cardiaques qui apparaissent dans le contexte professionnel. Donc, ça nous a paru être un thème intéressant à évoquer pour cette première édition et je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Emmanuel Bourset, qui est donc CEO et cofondateur, tu vas nous expliquer tout ça, de la société D'un Seul Geste, qui s'attache particulièrement à ce sujet de l'arrêt cardiaque et du secourisme en entreprise. Voilà, je suis ravi de t'accueillir, Emmanuel. Est-ce que tu peux, pour commencer, nous dire quelques mots sur qui tu es et qu'est-ce que c'est D'un Seul Geste? Super, merci beaucoup Baptiste pour ton invitation. Je suis ravi de pouvoir échanger avec toi sur ce sujet. Donc, je suis un des cofondateurs et le CEO de D'un Seul Geste. Et D'un Seul Geste, nous, on s'attaque au problème de la formation des salariés aux gestes de premier secours. Voilà. Et pour ça, on a innové et on propose une formation qui se passe en réalité virtuelle et qui dure seulement 1 heure sur le lieu de travail du salarié. D'accord. Et alors, est-ce que tu peux nous raconter comment tu as eu l'idée? C'est quoi l'histoire d'Un Seul Geste? Ouais, en fait, moi, j'ai eu la chance d'être formé aux gestes de premier secours quand j'étais au lycée par la Croix-Rouge. Mhm. J'ai eu la malchance de devoir pratiquer quelques années plus tard sur un accident de la route. Je suis arrivé en premier témoin, ce qui m'a montré l'importance de connaître ces gestes. Et puis un jour, je suis tombé sur des chiffres, les chiffres de la non-formation des Français, les chiffres du nombre de vies qu'on pourrait sauver chaque année en France si on formait mieux les citoyens. Et voilà, j'avais déjà créé une première start-up il y a quelques années sur un objet social. J'avais envie de repartir sur une nouvelle aventure entrepreneuriale avec un côté humain très fort. Ces chiffres m'ont parlé et j'ai eu envie de m'attaquer à ce problème. Comment rendre plus rapide, plus efficace, plus durable la formation et comment donner envie à plus de personnes de faire cette formation, cet apprentissage de gestes qui sont très simples, mais qu'on D'accord. pratique pas assez. Ok. On apprend pas Alors, assez. juste pour bien comprendre, j'aimerais bien commencer par cette première question après les présentations. C'est quoi pour toi une bonne démarche prévention? Parce que prévention, ça veut un peu pas tout et rien dire, mais il y a beaucoup d'éclairages différents sur ce sujet-là. C'est quoi, toi, ton point de vue et c'est quoi le point de vue d'Un Seul Geste sur ce sujet? Moi, je te dirais qu'on parle énormément de prévention en entreprise, de prévention des risques. On met des moyens sur ce sujet-là, et heureusement, et c'est bien, et il faut continuer. Mais parfois, on oublie ce qui se passe quand on n'a pas pu éviter le risque, et on oublie peut-être de mettre des moyens sur comment diminuer la conséquence du risque. En tout cas, sur les sujets qu'on traite, si on prend l'arrêt cardiaque, si on prend l'étouffement, si on prend l'hémorragie, eh bien, il faut pouvoir, en attendant les secours, agir vite, faire des gestes simples qui vont permettre que la personne elle soit maintenue en vie, en tout cas dans un état le plus stable possible, pour que quand le médecin, les pompiers, le SAMU arrivent, ils puissent avoir une action efficace. Et dans le contexte de prévention et les actions fléchées prévention en entreprise, finalement, c'est un sujet qui est peu traité. On va vraiment se focaliser sur comment faire en sorte que l'accident n'arrive pas. Mais honnêtement, prévenir l'arrêt cardiaque en entreprise, c'est impossible. Un arrêt cardiaque, ça arrive en dormant la nuit, ça arrive dans le métro, dans la rue, dans l'entreprise, et ça ne prévient pas. Un étouffement, l'étouffement, ça arrive à la cantine, quand on mange le midi avec ses collègues. L'étouffement, les décès par étouffement, c'est 3000 morts en France. Et ça se passe en mangeant. Voilà. Et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas prévenir. Et donc, pour nous, il faut absolument que les entreprises s'intéressent plus à ce sujet et mettent plus de moyens et mettent en place une politique de formation systématique de leurs salariés sur ces gestes. Parce que, en fait, c'est des gestes très simples qui devraient être maîtrisés par tout le monde, qui s'apprennent très vite. Et on n'a pas besoin de budget conséquent pour traiter toute sa population. Voilà. Et
précisément, en fait, on voit que quand on discute avec des chefs d'entreprise, des DRH, des responsables prévention, formation, et ben, finalement, ils sont heureux de pouvoir trouver une solution avec d'un seul geste qu'ils n'avaient pas forcément jusqu'à maintenant. En fait, ce que tu dis, c'est qu'il y a un côté un peu sociétal dans ce sujet alors, je ne sais pas si on appelle ça la prévention du risque d'arrêt cardiaque, mais globalement, dans cette notion de secourisme, qui, qui effectivement peut être dans l'objet social de l'entreprise. La démarche RSE est de plus en plus inscrite dans la stratégie d'une organisation. Mais moi, j'ai cru comprendre aussi en préparant notre échange qu'il y avait une démarche qui dépassait en fait le cadre du travail, une sorte de retard qu'on a accumulé que de manière un peu systémique, la France essaye de récupérer. J'ai entendu que les pays du Nord, par exemple, les pays nordiques étaient beaucoup plus à même là-dessus. Est-ce que tu as quelques infos, quelques chiffres à nous Ouais, donner? Et puis surtout, j'ai cru comprendre qu'il y avait de l'actu récente autour ouais, tout du à fait. statut de citoyen secouriste. Qu'est-ce qui se passe? Raconte-nous tout. Alors exactement. Alors le problème, il est simple en France. Une personne, un Français qui fait un arrêt cardiaque sur son lieu de travail ou dans la rue, il a 5% de chance de survie. La même personne qui fait un arrêt cardiaque sur un trottoir à Oslo a 40% de chance de survie. La même personne qui fait un arrêt cardiaque sur un trottoir à New York a 20% de chance de survie. Et chez nous, c'est 5%. Et en fait, c'est directement corrélé au taux de formation de la population. En France, on estime qu'on a 20% des Français qui sont formés aux gestes de premier secours. Chez nos voisins européens, en Allemagne, en Autriche, au Royaume-Uni, c'est 80% de la population qui est formée. Si on va dans les pays nordiques, c'est 90-95% de la population qui est formée. Et nous, on est à 20%. Et en fait, chaque année, en France, c'est 50 000 personnes qui font un arrêt cardiaque. 50 000. Et le taux de survie, c'est 5%. Voilà. Et c'est une des causes de mortalité les plus importantes aujourd'hui. Si on regarde dans l'entreprise, en fait, l'arrêt cardiaque, c'est la 5e cause de décès dû à un accident, enfin, lors d'un accident du travail. 5e cause, c'est l'arrêt cardiaque. D'accord. Voilà. On pourrait sauver en France 20 000 personnes chaque année si on avait 80% de la population formée. En gros, on a 20 000 personnes qui meurent en France chaque année parce que les témoins de l'accident ou du problème se sont contentés d'appeler les secours et n'ont pas fait les bons gestes. Et en cas d'arrêt cardiaque, d'étouffement, d'hémorragie, les secours ils vont toujours arriver trop tard si les premiers témoins n'ont pas fait les gestes utiles. Voilà. Et alors, du coup, comment on change les choses? Est-ce que c'est une démarche globale qui doit être prise en compte? Est-ce que c'est former les gens, même rendre ça de manière obligatoire dans la scolarité Alors, des étudiants ou des élèves? C'est quoi euh, euh, c'est quoi les différentes étapes? alors là, on a quelque chose qui est en train de se passer puisqu'on a le gouvernement qui a mis un objectif d'arriver à 80% des Français formés d'ici 2027. Cet objectif, il s'est traduit par des choses très concrètes. Par exemple, maintenant, les fonctionnaires, depuis une circulaire de 2018, ont l'obligation d'être formés aux gestes de premier secours. Donc, c'est déjà 4 millions de personnes. Ensuite, la loi a prévu que tous les élèves soient formés en classe de troisième. Donc là aussi, ça fait des générations qui vont être formées. Et puis, il y a une loi qui vient d'être votée le 3 juillet, donc il y a quelques jours. Mhm. Et cette loi, en fait, prévoit que la formation devient obligatoire au moment du départ à la retraite. Donc, on voit qu'on va avoir des jeunes formés, des fonctionnaires formés, des seniors formés. Mais par contre, les 20 millions de salariés du privé, il n'y a pas d'obligation. Et Ok, c'est à la discrétion soit de l'employeur, soit du citoyen à titre personnel. Mais d'accord. l'État a quand même prévu, pour que ça soit incitatif, de créer un statut du sauveteur, du citoyen sauveteur, Mhm. qui sécurise toute personne qui va intervenir et faire des gestes de premier secours. Et en gros, cette personne ne pourra pas être poursuivie si jamais elle n'a pas fait exactement le geste qu'il fallait. Et nous, d'un seul geste, on se place exactement dans ce contexte. On vient apporter une brique de solution pour atteindre cet objectif de formation de 80%. On ne forme pas des spécialistes, on initie, on sensibilise, on forme au massage cardiaque, à l'utilisation du défibrillateur, à faire les bons gestes. Et l'idée, c'est que en sortant d'une formation telle que la nôtre, toute personne doit être capable de faire ces gestes et d'avoir envie d'agir. Ok. Et ça, aujourd'hui, on a cet élan gouvernemental et législatif qui permet, qui donne vraiment peut-être un démarrage à une politique qui pourrait être d'ampleur dans les années qui viennent. Super clair, merci beaucoup. Alors moi j'ai une autre question maintenant plutôt sur le comment tu fais ça, comment tu mets ça en place. Tu nous as parlé de réalité augmentée, massage cardiaque, on parle quand même de corps humain. Comment ça se passe? Est-ce que je touche des choses? Est-ce que c'est que du virtuel?
Raconte-moi un peu comment se passe une séance Alors, d'un seul geste, alors. on a deux innovations dans notre formation au Ouais, geste de premier secours. La première innovation, elle est pédagogique. On oublie le cours collectif qui dure 1 ou 2 journées. d'accord, C'est un cours particulier de secourisme qui dure 1 heure. Voilà, ça c'est la première innovation. Et la deuxième innovation, c'est l'utilisation de la réalité virtuelle couplée à un mannequin de secourisme bien réel qui est d'accord, connecté en fait. Et donc l'apprenant, pendant sa formation d'1 heure, il va apprendre les gestes, pourquoi les faire, comment les faire. Il va s'entraîner à faire les gestes physiquement sur le mannequin. Et il va être ensuite mis en situation de devoir agir. Et donc là, le mannequin va être représenté sous les traits d'une victime et l'apprenant va devoir tout faire tout seul. Ça va être du temps réel, dans la vraie vie. Donc, il se retrouve dans son entreprise et il y a une personne au sol et l'apprenant doit s'approcher, comprendre si la personne elle est consciente ou pas, si elle respire ou pas, est-ce qu'elle en a un cardiaque, est-ce qu'elle saigne, voilà. Et puis ensuite, faire les bons gestes, prévenir les secours. Donc, on a vraiment les pompiers au téléphone. Si c'est un arrêt cardiaque, il va falloir masser, aller faire chercher un défibrillateur, utiliser le défibrillateur. Et ça s'arrête quand les pompiers arrivent. On les voit vraiment arriver. Et puis, voilà, on a un score, on a voilà, des quiz. C'est un petit peu gamifié. C'est en tout cas fait pour, un, que les gestes deviennent mémorables et deux, pousser l'apprenant à passer à l'action. d'accord. Donc Et concrètement, moi, si je suis salarié dans une boîte qui fait appel à vos services, c'est quoi? C'est une séance d'1 heure. Je sors du travail, enfin, j'y vais avant, après le déj, dans l'après-midi. J'ai un créneau booké. Vous me lâchez pas tout de suite avec le masque et le mannequin. J'imagine qu'il y a un petit peu de training avant. en fait, C'est quoi? C'est 1 heure? C'est une après-midi? C'est on s'occupe de tout. À partir du moment où l'entreprise nous confie la formation de ses salariés, euh, le responsable des formations va juste envoyer un email d'invitation ok, avec un lien. Les salariés invités cliquent sur le lien et on génère un planning. Le salarié choisit le créneau d'1 heure qui convient à son emploi du temps. Ça le met dans son agenda pro. Il reçoit un mail de rappel, un texto 1 heure avant pour pas l'oublier. Et puis, il va se présenter dans la salle de formation. Et là, notre formateur est sur place. Nos formateurs sont majoritairement des sapeurs-pompiers et formateurs SST. ok, Et donc, le formateur va l'accueillir. Alors, on est capable de former jusqu'à 4 personnes par heure dans la ouais, salle de formation. Chaque apprenant a son masque et son mannequin, ce qui fait qu'on respecte totalement les gestes barrières et qu'on peut faire les formations même en ce moment. Il n'y a pas de contre-indication. Et après un accueil et un briefing, les apprenants mettent le masque de réalité ok, virtuelle et ils sont partis pour 40 c'est minutes parti. Ok, d'immersion en réalité virtuelle. Et ensuite, à la fin de l'immersion, on enlève les masques et là, il y a un débrief de 20 minutes avec le formateur. ok, Et là, le formateur va reprendre certains gestes si besoin, va vraiment les refaire pratiquer, les commenter. Il va répondre à toutes les questions, il va faire l'évaluation de la formation, euh, il va désinfecter le masque et le mannequin et on passe au cadre suivant. Voilà. Et donc, en tac. gros, ça permet de former jusqu'à 30 personnes par jour. 150 à la semaine, donc on a voilà du volume aussi derrière. Ok, super clair. Alors le temps file, donc j'ai encore trois petites questions à te poser. La première, c'est alors là, tu nous as tout expliqué. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de comprendre un peu les retours à la fois de les gens des RH qui mettent ça en place ou les gens HSE qui s'occupent de ces sujets-là, on va dire tes clients, les donneurs d'ordre. Mais aussi, surtout, moi, les retours des salariés qui ont été formés. Alors, je sais pas si d'autres ont été formés sur d'autres modalités et voilà la différence que tu as fait, ou globalement, c'est quoi le feedback Ouais, des ok. équipes là-dessus? Bah, le premier feedback, c'est en fait que c'est super d'avoir une formation courte Ouais, disponible pour l'entreprise. C'est vraiment, voilà, d'habitude, les entreprises, les formations qu'on leur propose durent plusieurs heures, voire plusieurs jours. Là, ça dure 1 heure. Donc, déjà, c'est activable facilement dans l'entreprise. Et ensuite, c'est l'usage de la réalité virtuelle. Parce que j'ai pas expliqué pourquoi on utilise la réalité virtuelle, même si ça peut paraître évident à beaucoup de monde, mais c'est quand même intéressant de dire que quand on est en immersion totale, ce que vit l'apprenant et ce que son cerveau enregistre, c'est totalement différent de ce qu'on apprend, enfin, et de ce qu'on retient d'une formation classique. En réalité virtuelle, le cerveau, il voit qu'il y a une victime et il retient qu'on a fait un massage cardiaque à une victime. Dans une formation classique,
le cerveau, il retient qu'on a fait un massage sur un mannequin de secourisme devant ses collègues. C'est pas du tout la même Mais chose. donc, ce que tu veux dire, c'est qu'on est quasiment plongé. Alors, ça reste du virtuel, mais on a la sensation physiquement. Je parle en termes de stress, de transpiration, de même prise de parole, Exactement. comme si on était plongé dans ce qui se passe, dans ce qui peut se passer réellement. Exactement. Le retour des apprenants, il est vraiment, les gens, quand ils enlèvent le masque, ils sont émus. Ils transpirent, ils sont émus. Il faut savoir que dans une formation classique de secourisme, on va masser le mannequin peut-être pendant 30 secondes, ou peut-être 2 fois 30 Ouais. secondes pendant les 2 jours de formation. Avec la formation d'un seul geste, vous allez masser, c'est du temps réel, vous massez jusqu'à ce que les pompiers arrivent. Vous vivez vraiment l'expérience. C'est fatigant. C'est pas juste appuyer 20 fois sur le mannequin. Et voilà, donc l'expérience, elle est très forte émotionnellement. Et le retour des apprenants, quand ils comparent avec les formations qu'ils ont déjà subies, déjà, Subi, ah, subi, non, mais c'est le bon terme. avant même de tester la formation d'un seul geste, le retour qu'on a, c'est ouais, j'ai tout oublié. Je suis pas sûr de faire les bons gestes. Je sais pas si je vais me rappeler. Les apprenants qui ont suivi la formation d'un seul geste, ils sortent en disant ok, je me sens capable et je vais pouvoir le faire. Voilà. Ok, super clair. Euh, un point qui est effectivement plutôt lié, t'as déjà un petit peu répondu à ce sujet-là, mais au niveau de l'ancrage, alors effectivement, c'est très très immersif, très expérientiel. On voit que effectivement on le vit et tu parles d'émotion, donc je pense que ça c'est important et c'est un bon marqueur en général. Est-ce que vous prévoyez enfin c'est quoi le bon timing? Est-ce qu'il faut se réactualiser sur ces sujets-là? Comment vous faites pour garder le contact avec, bah, tu me dis jusqu'à 150 personnes par semaine, donc vous voyez quand même pas mal de monde. Vous œuvrez et vous faites du volume. Derrière, comment on s'assure que, bah, est-ce qu'il faut déjà s'assurer que tout le monde reste à niveau ou est-ce que tu penses que les gestes, une fois qu'on les a appris, on les connaît, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Alors, Heureusement qu'on fait plus souvent du vélo qu'on masse quelqu'un qui est en malaise cardiaque. Mais globalement, comment ça se passe l'après en fait? alors, une fois que l'apprenant a fait la formation d'un seul geste, il Hmm. reçoit déjà une attestation du ministère de l'Intérieur qui atteste de cette formation. Et ensuite, D'accord. on lui ouvre accès à un post-learning qui se fait sous la forme de push mail. Et là, Ok. l'apprenant, en fait, on va le maintenir en compétence. Donc, il va pouvoir recevoir les mails et le programme au rythme où il le souhaite. C'est lui qui le paramètre. Et ensuite, il a accès à cet outil pendant 1 an. Voilà. Les préconisations de l'Académie de médecine, c'est de refaire à minima la formation tous les 5 ans. Voilà. Ok. Ça c'est la préconisation minimale. Évidemment, la formation, plus le temps passe, plus on va oublier les gestes. Donc, il faut le refaire régulièrement. Et il n'y a qu'en s'entraînant physiquement et en étant mis en situation physique qu'en fait, on va vraiment rester capable d'agir directement. Le grand problème, et ça, c'est des chiffres, par exemple, de la Croix-Rouge a enquêté sur les personnes qu'elle forme, et il y a une personne sur 5 seulement qui se sent en capacité d'agir. Ouais. Et donc, ça veut dire que la formation ne suffit pas, il faut s'entraîner, vraiment. Ok. D'accord, très bien. Peut-être avant de conclure, un dernier point, je sais pas, une anecdote, un truc que tu as pu vivre quand tu as fait ce type de formation. Alors, je sais pas s'il y a déjà eu des cas où tu as des gens qui sont passés chez toi et qui ont vraiment dû intervenir, on va dire, en vrai, pas en Alors, réalité augmentée, mais en réalité virtuelle, mais en réalité réelle. Est-ce qu'il s'est, je sais pas, est-ce que tu as des choses, des ouais, exemples ou des anecdotes à nous, ouais, un exemple, une anecdote? alors, il y a 3 choses que je pourrais dire. La première chose qui nous a marqué, c'est qu'on a des entreprises qui ont décidé de s'engager fortement et de former 100% de leurs salariés. Ouais, Et donc, par exemple, on a formé 100% des salariés de l'ordre des experts comptables d'Île-de-France. On a formé 100% des salariés d'une grosse filiale EDF. On a de plus en plus d'exemples de ce type-là. Et donc ça, c'est hyper encourageant avec une prise de conscience à très haut niveau dans l'entreprise que c'est simple à faire et qu'il faut le faire. La deuxième chose, c'est que on s'est aperçu que ce que nos clients achètent quand ils achètent une formation d'un seul geste, c'est oui de la formation au secourisme pour tout le monde, mais c'est aussi de la qualité de vie au travail, de la RSE, de la citoyenneté. Parce que quand on apprend à faire un massage cardiaque, à arrêter une hémorragie, à réagir en cas d'étouffement, en fait, on devient un meilleur citoyen parce qu'on est capable de donner plus d'attention à l'autre, de faire plus attention à ce qui va se passer autour de soi et de donner aux autres finalement du temps et des bons gestes.
Et puis la troisième chose, c'est que oui, on a déjà des retours de gens qui ont pratiqué les gestes suite à une formation d'un seul geste. J'ai été invité en début d'année dans une émission de BFM Business. Le présentateur de l'émission avait suivi la formation d'un seul geste. Et quelques temps plus tard, en fait, sa femme a fait un malaise à la maison. Il a été capable de faire les bons gestes. Tout s'est bien terminé et il a raconté son anecdote. Je m'y attendais pas, mais pendant l'interview. Donc voilà, c'est utile. Il faut le faire. Bon, bah, merci beaucoup de toutes ces explications, Emmanuel. Merci beaucoup pour ce que tu fais. On voit que c'est utile au plus grand nombre. Donc, c'est vraiment super que tu sois passé, que tu aies inauguré ce nouveau format avec moi. Moi, je retiens qu'effectivement, il y a quand même une démarche globale qui est initiée là-dessus, qu'il y a des choses qui se passent au niveau de l'État, mais qu'il y a quand même ce trou noir ce trou noir, cette zone un peu grise de 20 millions de personnes à accompagner sur ces sujets-là. Je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Je veux remercier les gens soit qui nous regardent, soit qui nous écoutent en ce moment. C'est le premier épisode, donc merci beaucoup de nous avoir écoutés ou regardés jusqu'ici. On est chez Team Bakery très preneur de vos feedbacks sur ce type de support. L'idée, c'est d'en sortir un tous les mois ou un tous les 15 jours et de mettre un peu des coups de projecteur sur des initiatives qu'on trouve plutôt chouettes et qui concourent à créer une nouvelle culture de la prévention en entreprise. Si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à le partager. Emmanuel, je te le dis, je pense que tu le feras sur tes réseaux, mais c'est ce qui va nous permettre de voir comment ça fonctionne et d'en faire un petit peu plus. Il me reste à souhaiter à tout le monde une bonne journée, de vous dire à très vite pour un nouvel épisode et de vous dire de prendre soin de vous. Voilà, à bientôt. Merci Emmanuel. Merci beaucoup. À bientôt.